Il est 20 h sur la chaîne africaine de télévision. Voici les titres de votre journal. Il y a 37 ans, jour pour jour, que le capitaine Thomas Sankara arrivait au pouvoir à travers un coup d'État mené par Blaise Compaoré. Un coup qui marquait le début de la révolution au Burkina Faso. Une période de 4 ans qui n'aura pas été un long fleuve tranquille pour les Burkinabés. Devoir de mémoire, nous reviendrons largement sur cette actualité au cours de ce journal. Il faut une synergie dans les actions pour renforcer le socle de la politique de protection sociale. Une ambition dégagée par le Premier ministre burkinabé. Il annonçait ce matin lors de la 8e session du Conseil national pour la protection sociale. Un point d'honneur est mis sur la problématique de l'alignement de l'ensemble des intervenants en soutien aux populations vulnérables. Le compte-rendu de l'ouverture de la CNPS est à suivre au cours de cette édition. Il était jusqu'ici considéré comme un pays à revenus faibles. Le Bénin fait partie désormais des pays à revenus intermédiaires depuis le 1er juillet avec un revenu par habitant qui passe de 870 $ à 1250 $. Cette performance est le résultat de réformes pilotées avec rigueur pour le président béninois. Le Bénin rejoint ainsi le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. On vous donne les détails dans un court instant. Et puis le collectif pour la transition en Guinée dépose une plainte contre le président Alpha Condé en France. Ses opposants accusent le chef d'État guinéen ainsi que ses proches de corruption, trafic d'influence et blanchiment. La présidence guinéenne qualifie cette sortie de pure calomnie et envisage saisir la justice si cette affirmation est une diffamation. Explication à suivre également dans ce 20 h. Ainsi se présente donc les titres de ce journal. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2020. Il y a donc 37 ans, jour pour jour, que le capitaine Thomas Sankara et 3 autres leaders, dont Blaise Compaoré, arrivaient au pouvoir à travers un coup d'État. Un coup d'État justement qui marquait le début de la révolution au Burkina Faso. Et durant ces 4 ans de règne, c'est un Burkina Faso qui n'aura pas été un long fleuve tranquille entre projets de grand succès, belle vision politique et face sombre. Je vous invite justement à un petit appel historique du 4 août. C'est donc avec Gilles Dasda. Peu avant 22 h, le discours de prise de pouvoir du CNR passe sur les ondes de la radio nationale. En entendant la voix de Thomas Sankara, tous savent que le capitaine est désormais aux commandes du pays. En 4 ans, la révolution va apporter un changement radical, avec d'abord le changement du nom du pays, un autre 4 août 1984 cette fois-ci. Le pays s'appelle désormais le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Pour développer ce Burkina, de grandes orientations servent de boussole. Ce sont entre autres la santé avec de grandes campagnes de vaccination dites commando. On vaccine 2,5 millions de Burkinabés. L'OMS va même jusqu'à féliciter le Burkina Faso qui fait chuter le taux de mortalité infantile, alors les plus hauts en Afrique. Les logements, l'eau, l'électricité, l'émancipation de la femme, la souveraineté en consommant local et bien d'autres voies pour sortir le pays de sa pauvreté ont été prônées par Thomas Sankara, président atypique portant régulièrement sur lui un pistolet qui lui aurait été offert par Kim Il-sung. Thomas Sankara vivait dans des conditions modestes, jouant régulièrement au football à l'arrière de la présidence. Tom Sank va se faire connaître à l'international en osant titiller, voire critiquer vertement les plus puissants du monde, des USA. Et c'est pourquoi j'ai déjà dit et je répète que notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. That's what I said and I will repeat myself. My White House is in the Black Harlem. À la France. Les tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Et même en prenant des positions tranchées contre les institutions de Bretton Woods. Un discours prononcé seulement 2 mois et demi avant son assassinat. Ma proposition ne vise pas simplement à provoquer
droit à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. La révolution burkinabé sait aussi être dure. Entre licenciements et autres dégagements, remise en cause de la chefferie traditionnelle et le train de vie spartiate imposé même aux dirigeants du pays, des points d'achoppement vont naître entre les leaders du CNR. Très vite, les lignes vont se figer et les positions vont devenir inconciliables. C'est dans cette atmosphère délétère que va survenir l'assassinat du président Thomas Sankara le 15 octobre 1987. La révolution est dissoute. Le gouvernement est dissous. De forts soupçons vont alors peser sur le capitaine Blaise Compaoré qui prendra le pouvoir par la suite. 33 ans après sa mort, Thomas Sankara déchaîne toujours les passions. Il demeure une icône sur le continent africain et même au-delà. Et oui, la révolution était aussi culturelle, elle a impulsé une effervescence culturelle. Thomas Sankara, musicien, lui a impulsé justement la naissance du groupe musical dans les provinces pour animer les grands rassemblements et maintenir allumé le flambeau de la lutte. Vous vous souvenez certainement des petits chanteurs au point levé, les colombes de la révolution et j'en passe. La musique et les arts se sont mis au service donc de la révolution à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Des noms comme Tchalamouana, comme Antoinette Konan, Mawa Doumbia ont célébré avec leur belle voix la nouvelle espérance qui était donc portée au pays des hommes intègres. Une revue de quelques tubes qui ont donc marqué cette époque et qui ont célébré le héros africain Thomas Sankara. Regardez. 4 août 1983, un jeune capitaine de 33 ans prend le pouvoir au Burkina. La révolution qu'il va implémenter à son pays, jadis peu connu, va en impressionner plus d'un. De sorte que l'une des artistes d'Afrique les plus vues de l'époque va chanter la révolution du Burkina. Le tube de la diva Tchalamouana n'est pas chanté en lingala, langue de son pays, le Zaïre, mais bien en moré. Vive la révolution, vive la révolution, vive tout le Burkina, longue vie au peuple, longue vie au peuple. Après la mort du père de la révolution burkinabé, d'autres belles voix ont chanté pour glorifier sa réputation. La cantatrice Nahawa Doumbia du Mali, en un premier temps. Puis en un deuxième. Thomas Sankara est président Dans cette chanson, elle remercie John Jerry Rawlings de son amitié avec Sankara. Une chanson qui se résume au point suivant. Le nom de Tom Sank demeure malgré sa mort. Idée largement épousée par le rappeur sénégalais Awadi qui se proclame fils de Sankara. Thomas Sankara, Noël Isidore, Thomas Sankara, Noël Isidore, Thomas Sankara, Noël Isidore, Thomas Sankara. Avec le style, avec le fond, avec la forme, il s'empara, sans apparat. Le pouvoir qui naît au départ, il tentera, malgré les pièges qu'on lui bandira, de rendre sa dignité à l'opprimé, on le nommera. Père du Burkina, combattant, on le chantera. Capitaine Noël Isidore, Thomas Sankara. Plus nuancé, Alpha Blondy lui dénonce la mort du capitaine dans son titre Sankara, mais dans le même temps, il condamne tout type de coup d'état. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bras morts qui t'encadrent. Le pouvoir se prend par les surnoms. Et ça, je vous l'avais déjà dit.
finissant par les armes. Et la liste est encore longue. Aussi Bijouane. Sur une pente raide, précipice à gauche, précipice à droite, nous sommes obligés de pédaler pour ne pas tomber dans le précipice. Encore Océan qui crie justice pour Sankara. Je veux la vérité, je veux la vérité. Dites-moi la vérité, dites-moi la vérité, dites-moi la vérité. Preuve que Thomas Sankara ne laisse personne indifférent. D'Afrique en Europe, en passant par les Amériques, des fresques géantes sont à son effigie. Tom Sank est à n'en point douter l'un des Burkinabés les plus connus. On reste toujours dans ce chapitre. L'aide ne nous aide pas, elle nous enfonce dans le piège d'une situation éternelle assistée. Vous avez déjà entendu certainement cette phrase. Le président Thomas Sankara était convaincu que la vraie indépendance des Burkinabés et bien sûr des Africains passait par la production des biens dont on consomme et la prise en main donc de son destin. 37 ans après l'avènement de la révolution démocratique et populaire, cette question reste toujours posé. Je vous propose justement d'entendre le capitaine Thomas Sankara sur ce sujet. Ses propos, justement, vous allez le constater, sont toujours d'une actualité saisissante. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Nous consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez. Les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Pour terminer avec cette actualité, nous sommes justement le 4 août, une date historique pour le Burkina depuis donc 1983. Alors nous avons voulu savoir ce que la jeune génération retient de cette date. Nous avons donc promené notre micro dans les rues de Ouagadougou. Écoutez ce que les Burkinabés répondent à la question: que représente la date du 4 août 1983 dans l'histoire du Burkina Faso? Le 4 août marque l'avènement de la révolution et c'est aussi ça marque aussi le changement de l'ancienne Haute-Volta au nom du Burkina Faso. Voilà, c'était avec le capitaine Feu Thomas Sankara. Bon, tout le monde sait qui est le président Thomas Sankara. C'était vraiment un homme exceptionnel, tout simplement. C'était un homme exceptionnel et nous pleurons tous la perte de ce grand homme. La date du 4 août 83, et ça me rappelle du feu président de la Haute-Volta ou du Burkina Faso, si vous voulez, Thomas Isidore Noël Sankara. Et cette date a été une date très noble puisque c'est ce jour-là même qu'il a appelé toute la population à s'unir pour valoriser la valeur burkinabé et travailler à arriver à l'autosuffisance.
La date du 4 août, ça nous rappelle la prise de pouvoir de Thomas Sankara. J'en ai entendu parler. C'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas né, mais je sais que ça nous rappelle cette date-là. Le 4 août, vraiment, ça a été un moment très très cool pour le Burkina Faso avec Thomas Sankara. Voilà, donc c'était aussi la révolution. C'est vrai qu'on était petits, mais après, nous sommes grandis. Donc on a écouté, on a demandé, on a fait des recherches. Donc on a bien connu vraiment Thomas Sankara, ce qu'il voulait pour le Burkina Faso et ce qu'il voulait pour l'Afrique tout entière. On change carrément de registre. Désormais, il y en a suffisamment dans la marmite pour que tous les consommateurs puissent vivre décemment. C'est une déclaration du président de l'association La Voix des consommateurs au Bénin. Déclaration qui fait suite à la nouvelle faisant du Bénin pays à revenu intermédiaire. Le revenu justement par habitant passe de 870 $ à 1250 $. C'est un classement de la Banque mondiale. Et jusque-là, le pays était considéré comme un pays à revenu faible. Avec ce classement, le pays de Patrice Talon rejoint le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Patrice Talon qui explique justement que ce résultat est le fruit de ces réformes pilotées avec rigueur. Cette rigueur a permis justement à notre pays de sortir de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète pour intégrer le groupe des pays à revenu intermédiaire, a-t-il déclaré lors de la fête de l'indépendance du pays. Du côté des syndicats et des consommateurs, désormais, il y en a donc suffisamment dans la marmite pour que tous les consommateurs puissent vivre décemment, indiquait tantôt. Mais il précise aussi que les bons chiffres macroéconomiques n'apportent pas toujours mieux-être dans la vie des travailleurs. Le RPG, parti au pouvoir en Guinée, doit choisir son candidat pour la présidentielle d'octobre lors d'une convention les 5 et 6 août prochains. Mais en attendant cette convention, voilà une affaire de justice qui tombe sur le président Alpha Condé. Le collectif pour la transition en Guinée a déclaré avoir déposé plainte contre Alpha Condé ce mardi même devant le parquet national financier là-bas à Paris. Ses opposants accusent le chef d'État guinéen ainsi que ses proches de corruption, trafic d'influence et blanchiment. Le collectif dénonce des liens opaques entre le pouvoir de Conakry et une société française minière chargée d'exploiter la bauxite en Guinée. Pour la présidence guinéenne, ce n'est que de la pure calomnie. Mais bien sûr, en cas de diffamation, ils saisiront leur avocat. Un proche du pouvoir de Conakry précise aussi qu'à l'approche de chaque échéance importante, comme ces élections présidentielles, ils sont victimes de chantage. Dans la suite de ce journal, il s'est tenu ce mardi même à Ouagadougou la 8e session du Conseil national pour la protection sociale au cœur de la 8e session de la CNPS. La problématique de l'alignement de l'ensemble des intervenants en soutien aux populations vulnérables. À l'ouverture des travaux, le Premier ministre Christophe Dabiré a exprimé le nécessaire besoin de communion, de synergie dans les actions pour une véritable rupture avec les pratiques actuelles, et cela dans le but de renforcer le socle de la politique de protection sociale. Compte rendu, Achille Ouedraogo, Drissa Traoré. La question de la protection des populations vulnérables était en débat ce mardi dans la capitale burkinabé. La réflexion est menée en l'occurrence de la 8e session du Conseil national pour la protection sociale. Présidée par le Premier ministre Christophe Dabiré, elle se présente comme une opportunité pour les différents acteurs de rechercher des mécanismes efficaces et pérennes pour faire face aux différents chocs exogènes. Pour garantir une amélioration soutenue et durable des conditions de vie de nos populations, il importe de revoir et de corriger nos modes d'intervention. Le manque de coordination de nos actions est loin de résoudre les problèmes de résilience des populations et ne permet pas une utilisation efficace et rationnelle de nos ressources. Et c'est en cela que j'appelle l'ensemble des acteurs étatiques, organisations non gouvernementales, partenaires techniques et financiers à agir en harmonie pour l'atteinte des résultats souhaités. Christophe Dabiré de rappeler le contexte difficile dans lequel se tient cette session, notamment les défis sécuritaires marqués par le terrorisme ayant entraîné de nombreux déplacés internes. À cela, il a ajouté la pandémie du coronavirus dont les conséquences ont impacté négativement la relance économique et le progrès social du pays. Nous sommes dans une période marquée par la Covid-19
qui vient montrer, si besoin en était encore, la nécessité de la protection sociale pour toute société humaine. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, avec la Covid, nous sommes à la fois éprouvés sur le plan sanitaire, économique et financier, et même le système éducatif est éprouvé. Et cela montre bien que la protection sociale est une équation transversale, ce qui justifie sa complexité, d'où la nécessité que le gouvernement soit avec les différents partenaires, qu'ils soient de la société civile ou les partenaires techniques et financiers, les représentants des collectivités territoriales, pour ensemble trouver les solutions aux difficultés qui se présentent à nous en ce qui concerne notre politique nationale de protection sociale. Notant que le manque de coordination des actions est un obstacle majeur pour résoudre les problèmes de résilience des populations, l'ensemble des acteurs ont été invités à agir en harmonie pour l'atteinte des résultats souhaités. Au niveau de l'UNICEF, nous disons qu'investir dans le socle de la protection sociale équivaut à investir dans la justice sociale. Ça équivaut à investir dans, le développement équitable et inclusif au niveau du Burkina Faso. Nous disons également que la politique sociale, la politique de protection sociale, c'est un accélérateur du développement économique, du développement équitable et inclusif au Burkina Faso. En 2016, l'on a identifié dans 116 communes 323 714 personnes potentiellement vulnérables. Et cette session se donne alors pour objectif de trouver les stratégies dans la perspective de l'alignement de l'ensemble des acteurs pour la réduction de ces couches vulnérables. La Covid-19 et ses conséquences, on en parle encore dans ce journal. La vice-présidente gambienne et 3 ministres sont testés positifs à cette maladie. Les 3 ministres testés positifs sont celui des finances, du pétrole et de l'énergie et celui de l'agriculture. C'est le 29 juillet que la vice-présidente du pays, Issatou Touré, avait été déclarée positive. Le chef de l'État, Adama Barrow, s'était alors immédiatement mis en isolement pour 2 semaines. La présidence, justement, a de nouveau appelé dimanche les citoyens à porter des masques et à pratiquer la distanciation physique pour endiguer le virus dans ce pays de quelques 2 millions d'habitants. La Gambie a officiellement déclaré 498 cas de Covid-19 pour 9 décès. Je vous emmène maintenant au Sénégal pour parler encore de la Covid-19. Le siège du quotidien sénégalais Les Échos a été vandalisé hier lundi par des partisans d'un chef musulman et dirigeants de partis politiques. Savez-vous pourquoi? Eh bien, les vandales reprocheraient au journal d'avoir affirmé que le guide religieux avait été testé positif au coronavirus. Le matériel dans la salle de rédaction a été endommagé. Il s'agit de 7 ordinateurs d'un poste de télévision. Dans leur édition d'hier lundi, le journal avait affirmé en une que Serine Moustapha Sy, qui est bien sûr l'homme de Dieu, figure de l'influente confrérie musulmane des Tidianes et président du parti de l'unité du Rassemblement Le Pur, avait été terrassé par le Covid-19 et admis à l'hôpital. Dans un communiqué, le secrétaire national de la jeunesse du Pur a dénoncé des mensonges éhontés du journal et affirmé que le président du Pur est bien portant. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse au Sénégal a aussi condamné dans un communiqué une agression dite ignoble et rappelé à l'État son devoir de protéger les journalistes et les maisons de presse. Terminons tout à fait avec le chapitre coronavirus. Cette pandémie, bien sûr, n'a pas épargné aussi le secteur culturel. Et là, nous sommes en Tunisie. Plusieurs festivals comme le Festival international de Carthage qui se tient chaque année dans le mois de juillet et août sera une édition 100% tunisienne. Il ne sera pas possible de programmer des artistes étrangers payés en devises à cause justement de cette pandémie, explique la ministre des Affaires culturelles tunisienne. Cette nouvelle conception s'applique à tous les autres festivals internationaux, bien sûr dans les gouvernorats comme le Festival international de Amanès et le Festival international de Sfax, ajoute la ministre. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, en tout cas, tous les artistes nationaux pourront se produire sur scène cette année. Mais il faut savoir aussi que la ministre des Affaires culturelles a souligné qu'elle compte sur le patriotisme et la prise de conscience des créateurs tunisiens et des grands artistes du pays pour soutenir le ministère en mettant les recettes de bien sûr les différents stacks
des différents spectacles, j'allais dire, au profit du Fonds national et du Fonds Relance Culture pour monter des aides et des dons. Elle a encore appelé les partenaires du secteur culturel, les parties concernées et les différents composants de la société civile à faire des dons au profit de ce fonds afin bien sûr d'alléger les répercussions de l'arrêt des activités culturelles. Dernière actualité de ce 20h. Pegasus, vous en avez certainement entendu parler. Eh bien, c'est le mouchard d'une société israélienne censée être destinée à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Mais il semblerait que ce logiciel est utilisé pour espionner des religieux catholiques, des militants de la société civile et les politiciens, et bien sûr de l'opposition politique togolaise, des voix qui justement critiquent le pouvoir autoritaire du président Faure Gnassingbé sur ces faits. Et la presse africaine en parle en ce jour. Revue de presse de ce mardi, signé encore Drissa Traoré. Comment le Togo a utilisé le logiciel israélien Pegasus pour espionner des religieux catholiques et des opposants, titre Le Monde Afrique, qui révèle que selon une enquête menée par lui et The Guardian, le régime togolais a utilisé un logiciel ultra sophistiqué pour cibler des religieux catholiques, des militants de la société civile et des opposants politiques. Les deux journaux affirment avoir identifié jusqu'à présent 6 Togolais dont les téléphones portables ont été infiltrés par le logiciel Pegasus commercialisé par une société israélienne. Une information reprise par le site d'information togolais ici Lomé. En effet, ce logiciel permet de géolocaliser une personne, de lire ses messages et mails ou de prendre le compte de son micro. Officiellement, si ce logiciel est destiné à la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, au Togo, poursuit ici Lomé, il a été utilisé contre ces voix qui critiquent le pouvoir autoritaire du président Faure Gnassingbé et qui ont subi à leur insu des piratages de leurs smartphones au cours de l'année 2019, conclut le média togolais. Cette affaire d'espionnage est suivie aussi par des médias ivoiriens, notamment Kwasi.com. Le site d'information ivoirien note que parmi les opposants visés, il y a David Dossé, porte-parole de l'organisation Togo Debout. Il affirme avoir été informé par une ONG qu'il était sur le couteau. Il dit ne pas être surpris, mais regrette que les ressources du pays soient employées dans ce cadre. Kwasi.com nous apprend toutefois que, sur ces soupçons d'espionnage, la société israélienne NSO Group a déclaré n'être au courant de ce genre d'actes et qu'elle est plutôt fière de la contribution de sa technologie à la lutte contre le terrorisme et la criminalité dans le monde. En tous les cas, ce scandale d'espionnage inquiète au Bénin voisin. La Nouvelle Tribune de se demander si le Bénin est-il à l'abri. En effet, pour le journal béninois, dans le contexte qui prévaut au Bénin, des risques que l'espérance est prospérer dans ce pays voisin du Togo ne sont pas à écarter. Depuis plusieurs années, poursuit le journal, des leaders politiques au Bénin estiment que le régime de la rupture use de tous les moyens pour contrôler et museler l'opposition et toute autre voix qui s'élève contre lui. Aussi, le vote de la loi sur le renseignement par la 8e législature renforce-t-il les craintes de certains observateurs sur ce sujet, constate la Nouvelle Tribune. Voilà, madame, monsieur, l'édition de ce soir, c'est terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain, je serai encore avec vous sur la même chaîne, la chaîne africaine de télévision. Portez-vous bien et prenez bien soin des autres.